Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, à vous qui êtes ici, bande de vénards, si proches. Mais je veux aussi saluer ceux qui nous regardent tout au loin et qui sont pourtant, nous en avons la preuve dans le courrier, tellement proches eux aussi. Soyez toutes et tous les très bienvenus dans cette splendide ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve. Et nous sommes évidemment très heureux de vous y accueillir au nom de toute l'équipe du prieuré de Malève-Sainte-Marie. Bienvenue Élie, c'est formidable que tu sois là Élie. Merci d'avoir accepté de faire le chemin depuis Israël jusqu'à Louvain-la-Neuve pour nous permettre ce dialogue de ce soir. Et vous allez voir que vous n'allez pas du tout regretter le déplacement. Quelle chance de pouvoir débattre avec Élie Barnavi. Mais la présentation, c'est pour dans quelques minutes. Je veux aussi saluer nos muses, nos musiciens, que vous savez toujours très très fidèles à nos rendez-vous. Sylvie, bien sûr, notre récitante, l'équipe des fleuristes liturgiques, qui ont fait vraiment, c'est le cas chaque année, hein, mais qui ont vraiment fait un travail de création, puisque nous en parlerons tout à l'heure. Nous allons avoir toute une célébration autour des 4 coupes, et chacune de ces coupes, elles les ont traduites floralement. Vous découvrirez cela. Merci aussi à l'équipe du prieuré et à Patricia en particulier, au four et au moulin depuis des semaines, et évidemment à la formidable équipe de la ferme du Biérot, qui chaque fois, à Noël, pendant la Semaine Sainte, met tout son soin à nous offrir un son, une lumière, une image de très grande qualité. Merci à eux tous, à eux toutes, et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Alors, un tout petit mot quant à la déclinaison des 3 jours que nous allons vivre ensemble. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, autour du thème de la promesse. Est-ce que nous osons encore, en 2025, nous faire des promesses et avoir des promesses qui vont tenir la route? En tout cas, aujourd'hui, jeudi, nous allons nous demander avec Élie s'il est encore possible, ou si c'est devenu totalement impossible, de partager le pain du dialogue. Est-ce que le pain du jeudi saint sera vraiment un pain du dialogue? Demain, vendredi, nous aurons le grand plaisir aussi d'accueillir Yasmina Douyeb. Vous la connaissez si vous regardez un certain nombre de séries à la télévision, et notamment Trêve 1 et Trêve 2. Mais Yasmina, si elle est parmi nous et un vendredi saint, c'est parce qu'elle a créé un formidable spectacle qui s'appelle Post-Mortem. Et donc, tout au long de la célébration de demain, elle va décliner cette pièce de théâtre Post-Mortem pendant notre célébration du vendredi. Elle qui a conçu et construit et créé cette pièce simplement pour savoir, alors qu'elle n'est pas croyante,
comment elle pouvait encore communiquer avec sa mère défunte. Et après-demain, samedi, nous aurons aussi le privilège de recevoir Elina Dumont. Elina qui a vécu à Paris pendant 15 ans dans la rue. Elle a été placée à l'âge de 2 ans et elle est allée de maison d'accueil et de famille d'accueil en famille d'accueil avant de fuguer et de se retrouver pendant 15 ans dans la rue à Paris. Alors par quel miracle a-t-elle été capable, quand on voit ce qu'est son chemin, par quel miracle a-t-elle été capable de se relever, de se redresser? Que veut dire ressusciter dans ce contexte-là? C'est ce qu'elle nous racontera en nous donnant de très très beaux extraits de son livre où elle explique comment elle est passée des maisons d'accueil à la rue et de la rue finalement au théâtre où elle se trouve aujourd'hui. Mais pour l'heure, et avant d'entrer dans l'aventure tout à fait exceptionnelle, très rare, que va nous confier Élie Barnavy, nous accueillons Maxime Le Forestier et les Muses, nés quelque part, et ça le concerne de tout près. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No mi cuando y el si quasa. No mi cuando y el si quasa. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage, ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No mi cuando y el si quasa. No mi cuando y el si quasa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? Abattoir baya kuma, Picachelana, Picosa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Y cuando y el si quasa. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Bonjour Élie, rebonjour. Bonjour Gabriel. Alors Élie, vraiment, dans ton livre autobiographique, vous pourrez le trouver là, hein, dans notre petite librairie, Confession d'un bon à rien. Donc dans ton livre, on y reviendra, hein, mais je te cite, c'est à la page 13, tu dis « Je suis né grâce à Hitler ». Je trouve que ça démarre assez fort là. Oui. Je regrettais ensuite C'est vrai. cette phrase. Je suis allé chercher la mauvaise phrase. Là. Non, parce que je l'ai dit à ma mère, il y a tout un contexte qui est vraiment pas drôle. Et ce que j'entendais par là, c'est que dans une famille de la petite bourgeoisie à l'époque en Europe,
2 enfants, ça suffisait. Et mes parents avaient eu 2 enfants, qui sont morts tous deux en bas âge, en déportation. Mon père s'est allé se battre contre Hitler dans l'armée rouge. Il était officier dans l'armée rouge. Et ma mère était réfugiée en Ouzbékistan. Et les enfants sont morts là-bas, sont morts de maladie, de privation. Enfin, ça a rendu ma mère complètement folle. Et donc, être né grâce à Hitler, ça veut dire être né à cause de l'absence de ces deux enfants qu'il a fallu remplacer. Et c'était moi. C'est ça que ça voulait dire. Mais il y avait derrière aussi la colère de ne pas en savoir davantage, parce qu'on ne me disait rien. Vous savez, cette génération ne racontait rien. Donc je ne savais pas. C'est tout à fait par hasard que j'ai trouvé les photos de ce bébé et que j'ai arraché à ma mère l'aveu que oui, je n'étais pas le premier. Il y avait eu 2 enfants avant moi. Mais c'est vrai que ça ne fait pas une entrée en matière très engageante. Alors tu as vécu là en Roumanie, nous sommes en Roumanie, hein, jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui, et 14 ans par là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand il était démobilisé, c'est compliqué, mon père est entré dans la guerre, dans l'armée rouge, il est entré communiste, et il en est ressorti sioniste. C'est-à-dire que c'est pendant la guerre qu'il s'est défroqué, en quelque sorte. Je ne sais pas si j'ose m'exprimer ici. Donc c'est une histoire à la Bachevitz-Zinger, enfin très typique de cette jeunesse russe émancipée qui tourne le dos aux traditions, aux traditions rabbiniques, à la communauté, et qui devient révolutionnaire. C'est-à-dire le passage de la religion, de la communauté fermée à la révolution était un passage à la fois brutal et banal. C'est comme ça que les choses sont passées. C'est comme ça que le sionisme a été inventé d'ailleurs. Et donc il est devenu sioniste, il voulait donc partir, il voulait aller en Israël, il a cherché un endroit où ça pourrait être plus facile, donc il s'est éloigné de l'Union soviétique, il est arrivé en Roumanie, où ma mère a fait des attaches, puisqu'elle était née en Moldavie, et là le communisme l'a rattrapé. Et là on n'a pas pu partir, on l'a accusé de détenir des secrets militaires, capitaine, secret militaire, il pouvait bien détenir. Il a fait de la prison, c'est l'un de mes souvenirs d'enfance les premiers, les plus forts, c'est mon père disparu, rentré des mois après, le crâne rasé, amaigri, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, évidemment il ne m'a rien dit. Et puis on a fini quand même par réussir à partir, après avoir demandé, avec des visas français. Ce sont les Français qui nous ont fait sortir de là. Mais on n'est jamais arrivé en France, on s'est arrêté à Vienne et de là on est parti pour Israël. Et tu dis si je suis trop long, il faut me le dire. Oui. Mais tu dis dans ton livre que là, dans ce contexte-là, ça peut paraître curieux pour nous avec la distance. Hein. Tu ne savais rien de la Shoah. À l'école communiste, c'était un non-sujet. C'était un non-sujet à la maison. Ah oui. Puisque, encore une fois, cette génération ne parlait pas. Et c'était un non-sujet à l'école, puisque les nazis étaient des types affreux, certes, mais il n'y avait aucune spécificité juive dans ce qu'ils ont fait. Il a fallu, bien après la fin du communisme, pour qu'à Auschwitz on découvre que la plupart des massacrés étaient des juifs. C'était le combat antifasciste et des victimes du fascisme. Et là-dedans, dans ce magma, il y avait des juifs, mais c'était pas dit, c'était à peine dit. Et donc personne ne le savait. Et quand je suis arrivé à Israël, tout jeune homme, enfin adolescent, là-bas non plus on ne savait pas, on ne voulait pas savoir. Là, Israël était né en réaction à ça, dans le dégoût de ça. On ne voulait rien savoir. C'était la Shoah, c'était le grand non-dit de la société israélienne jusqu'au procès Eichmann. C'est là qu'on découvre la spécificité, ce que ça a été. Avant, on ne voulait surtout pas savoir. C'était tellement contraire
au mythe de la Renaissance nationale juive, à l'homme nouveau que le sionisme voulait créer, ces masses de Juifs qui sont laissés aller à la mort comme moutons à l'abattoir, disait-on, comme moutons à l'abattoir. Et donc c'est pour ça que on a créé tout de même très vite une journée de la Shoah, une journée commémorative annuelle, on a ajouté, c'est significatif, une journée de la Shoah et de l'héroïsme. Pour dire, il n'y a pas eu que ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des révoltes dans les ghettos, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, c'était dérisoire par rapport à la masse, par rapport au massacre de masse de la Shoah. Mais le collectif juif israélien avait honte de ça. Il a fallu du temps pour intégrer la Shoah au narratif, comme on dit aujourd'hui, national israélien. Alors après un long chemin et beaucoup de démarches difficiles, tu l'as déjà évoqué il y a quelques minutes, vous arrivez enfin en Israël, mais ça ne va pas du tout de soi. C'est très compliqué. Ça ne va pas du tout de soi pour mes parents. Oui. Ça va tout à fait de soi pour moi. Oui. Moi, je suis arrivé, j'étais heureux. D'abord, je savais la langue. Ça, c'est grâce à mon père. Mon intégration a été sans problème. J'ai tout aimé d'emblée, le pays, le climat, tout, y compris les côtés qui aujourd'hui me paraissent la rudesse des rapports sociaux, tout ce qui fait qu'une société de pionniers n'est pas forcément une société agréable à vivre. Et en plus, une société en guerre permanente. Mais moi, ça me convenait très bien. Et puis, je suis allé au kibbutz, où j'ai failli rester d'ailleurs. J'ai trouvé ça formidable. Formidable. C'est-à-dire à la fois le travail physique, la découverte des filles. Hein, c'était l'âge, le kibbutz, c'était formidable pour ça. Il y a eu ils avaient d'ailleurs pas mal de volontaires français, belges et autres qui venaient... voir les filles. Je ne dis pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Et donc c'était formidable. Et c'est là que la Shoah nous a rattrapés. Puisque on était en plein procès à Eichmann. Eichmann que le Mossad est allé chercher en Argentine. Et c'était le premier grand procès des criminels de guerre nazis. Et du coup, on a découvert. On a découvert parce que c'est le procès de Nuremberg, on ne s'en rend pas compte, c'était un procès de papier. C'est-à-dire, on faisait parler des documents. Et là, pour la première fois, on faisait parler des survivants. Et donc, on avait des témoignages. Et c'était extraordinaire. Du coup, on a pris conscience de l'épaisseur de l'événement, de l'énormité, et aussi, et notre des paradoxes, Israël qui s'est construit contre toute tradition juive, par le procès Eichmann, s'est réjudaïsé. C'est-à-dire, on a découvert qu'on ne sortait pas directement des pages de la Bible, qu'il y avait une histoire derrière nous, que cette histoire était tragique, qu'il fallait se mesurer à cette histoire, qu'il fallait l'intégrer. Et donc, les Israéliens que nous étions se sont, à travers ce procès, d'une certaine manière, réjudaïsés. Alors, je propose que nous écoutions un petit extrait de ton livre « Confession d'un bon à rien » sur justement ton arrivée, l'arrivée de tes parents en Israël. Tu nous racontes cela de manière un petit peu plus large, avec un clin d'œil. Sylvie va nous faire goûter cela immédiatement. Je ne suis pour rien dans le choix de l'extrait. C'est une histoire drôle qu'on raconte en Israël. Un kidam ayant rendu l'âme avant le terme prévu par l'ange de la mort, le collègue de celui-ci, préposé au dispatching dans l'au-delà, se croit obligé de réparer l'erreur en lui laissant le choix du paradis ou de l'enfer. « Je demande à voir, dit le trépassé, prudent. Montre-moi le paradis. Le paradis, c'est pas mal.
Dans une atmosphère céleste, comme il se doit, on y lit des ouvrages de piété et l'on en débat gravement en écoutant de la musique sacrée. Et l'enfer? C'est comment l'enfer, s'entière notre homme? On l'emmène en enfer. Et c'est bien mieux que le paradis. Whisky à gogo, jazz endiablé, femmes dévêtues et entreprenantes, le rêve. Moi, c'est ici que je veux être, proclame le décédé. Eh bien, à demain, rétorque son angélique compagnon avec un grand sourire. Le lendemain, l'enfer, les flammes, les pales, les tonneaux de poix brûlantes, tout l'attiraille. Je ne comprends pas, bafouille le malheureux. Hier, soupire l'ange. Hier, tu étais touriste. Aujourd'hui, tu es nouvel immigrant. Voilà, je pense, il n'y a pas que ça dans le livre, mais il y a quand même de très très beaux moments, Élie. Tu crois au paradis, toi? Non, mais je crois à l'enfer. Et ça, on en reparlera. Oui. Je suis sérieux. J'avoue que je ne crois pas en Dieu. Du moins, je n'en sais rien. Mais je crois au diable. Je suis persuadé que le diable existe, qu'il nous gouverne, surtout par les temps qui courent. Et j'ai lu quelque part cette réflexion qui m'a beaucoup plu. C'est la plus grande ruse du diable, ça a été de nous persuader qu'il n'existait pas. Mais il existe, et je le connais personnellement. Alors tu as fait allusion, je ne sais pas si le diable s'y trouvait, à ton expérience des kibbutz, que tu as beaucoup aimé en arrivant en Israël, et tu dis quelque part que c'est là vraiment qu'est née ta vocation politique. Je ne sais pas si c'est le mot que je dois employer, en tout cas tes engagements de société, c'était aussi une école qui préparait, école entre guillemets, à ce genre d'engagement-là, le kibbutz. Tout à fait. C'est une société très, très politisée, très à gauche, communiste, il faut le dire. Encore que mon kibbutz n'était pas... Il y avait aussi des kibbutzim qui étaient engagés dans ce qu'on appelait le camp de la paix, c'est-à-dire qui était carrément stalinien. Celui-là, non, mais il était très, très à gauche et on parlait beaucoup politique. Notamment, on disséquait le procès Eichmann, on parlait du problème palestinien. Et donc, on ne pouvait pas échapper à la politique, pas plus qu'on ne pouvait échapper au sport, par exemple. C'était une société très intégrée. C'est ça qui était formidable. Le kibbutz, c'est extraordinaire. C'est la seule expérience séculière, communiste, non totalitaire qui a réussi. Il faut réfléchir à ça. Partout, les seules expériences communautaires qui ont fonctionné, c'était des religieuses, c'était des monastères, c'était des choses comme ça. Chaque fois qu'on a essayé d'expériences séculières, ça versait dans le totalitarisme. Le kibbutz est le seul qui a échappé. Donc c'était à la fois beaucoup de liberté, beaucoup de discipline, sens du communautaire et de la commune, c'était formidable. Et une liberté d'esprit totale, pensais-je. Après, je me suis aperçu que ce n'était pas aussi simple, que ça crée aussi beaucoup de conformisme, enfin, comme dans toute société très fermée, en quelque sorte. Mais comme école politique et sociale, c'était inévaluable. Alors on pourrait en parler longtemps, Élie, mais il faut bien qu'on avance un peu. Nous sommes en 65, tu as 19 ans. Je te cite, dans mon pays, on a été, on est et on sera soldats. Alors toi, ce sont les paras que tu choisis. Oui, parce que c'était une unité à laquelle il fallait se porter volontaire. On ne vous prenait pas partout ailleurs. Enfin, dans la plupart des unités, l'armée vous envoie où elle veut. Il y a quelques unités où il faut être volontaire. Et parachutiste, c'était l'une d'elles.
c'était l'une des plus avantageuses de tout point de vue. Ça se portait bien, être parrain. Donc, là, je suis allé, pas forcément par, je suppose, par esprit militaire. Enfin bon, je me suis trouvé là. Et c'est un monde, en fait, c'est la seule période de ma vie où j'ai compris ce que pouvait être une aventure totale. À la fois physique, bien sûr, mais aussi mentale. À la limite aussi intellectuelle et sentimentale. C'était un monde tout à fait étrange, artificiel, dur, mais où, si l'on sait s'y prendre, on apprend énormément de choses. Et d'abord, la nature humaine. Il n'y a rien qui vous enseigne davantage la nature humaine que les situations extrêmes. Et l'armée et la guerre sont là pour vous offrir des situations extrêmes. Et notamment, on apprend ce qu'est le pouvoir. Parce qu'on s'imagine que le pouvoir, c'est le général. Pas du tout. Le vrai pouvoir, c'est le sergent. Le général est là-haut, de loin. Le sergent, c'est le pouvoir brut, immédiat. Et c'est là qu'on voit différentes manières d'exercer le pouvoir. Qui sont par l'exemple ou alors des brutes, parce qu'il y a aussi ça. C'est vraiment une expérience très intéressante. Et j'y ai souvent pensé dans des situations qui n'avaient rien à voir avec la guerre, mais en politique, par exemple. Tu vois, tu comprends ce qu'un tel aurait fait s'il avait été en situation de pouvoir vraiment faire le mal. C'est là-bas qu'on le voit. Évidemment, on est tenu par la société, par la loi, par la civilisation. Mais on sent bien que si on lâche un peu, si on gratte un peu ce vernis-là, tout est possible. Tu vas d'ailleurs jusqu'à écrire à propos de l'armée, une machine à broyer du civil pour en faire du soldat. Oui, tout à fait. Et ils savent faire ça très très bien. J'ai fait un petit livre il y a quelques années que j'ai appelé 10 thèses sur la guerre, issu d'une conférence inaugurale que je donnais au Festival d'Histoire de Blois, où je traite précisément des différents aspects de la guerre. Et l'un d'eux, c'est comment on fait pour prendre un individu normalement constitué et le mettre dans une situation où il est prêt à tuer, à se faire tuer, c'est-à-dire à accomplir des actes qui sont contraires à tout ce qu'il a appris, à tout ce qu'il est. Et ça, c'est une machine d'apprentissage pour faire de jeunes gens qui sont des civils, normalement constitués, des soldats, c'est-à-dire des machines à tuer. Alors l'armée le fait de manière très intéressante, en partie en cachant la finalité de l'affaire. Jamais on vous parle de ça. On vous prépare à la guerre, bien sûr. On vous apprend à la faire, mais on ne vous dit pas ce que ça veut dire. On ne découvre la guerre que lorsqu'elle est là. En attendant, elle euphémise, l'armée apprend, et vous enseigne un métier comme n'importe quel autre métier, mais il ne vous dit jamais, ça vous sert à tuer l'adversaire. C'était comme ça du moins quand moi j'étais à l'armée. Et donc c'est une expérience formidable. Quand on sait regarder, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, c'est tout à fait fascinant. Alors tu as dit il y a quelques minutes que tu n'étais pas croyant, mais dans ton livre, en parlant de ton premier saut en parachute, tu parles d'une expérience spirituelle. Mais croyant et spirituel, c'est pas tout à fait. Magnifique. C'est pas tout à fait pareil. Nous sommes tous, j'espère, des êtres spirituels. Sinon, nous ne valons pas mieux que ma chienne et mon chat, qui sont d'ailleurs, ça se discute. Enfin, je n'ai pas encore décidé. Il a un chien auquel il tient beaucoup. Oui. Et chat. D'ailleurs, la photo est sur vos carnets. Alors, ce premier saut en parachute est intéressant parce que
vous accomplissez quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Il n'est pas naturel de sauter comme une pierre de 500 mètres de haut. Ce n'est pas naturel. Donc c'est effrayant. Donc il faut apprendre à dominer la peur. Et une fois qu'on l'a fait, c'est exaltant. Parce qu'on l'a fait. Et parce qu'il y a aussi cette manière nouvelle d'aborder les éléments. On est suspendu entre ciel et terre. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on ne descend pas. En fait, ce n'est pas vrai. On descend très vite. Mais on a l'impression qu'on est suspendu entre ciel et terre. Ça, c'est une expérience spirituelle. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Au début, du moins. Tant qu'on saute sans rien, après, ça change beaucoup. Alors, une expérience qui est peut-être un peu moins spirituelle, c'est la guerre des 6 jours. Oui. Te voilà embarqué, là, C'est la tout guerre. jeune soldat. Et c'est la mort qu'on rencontre enfin. C'est la peur au ventre. J'avais déjà connu, parce que j'avais participé à un nombre d'opérations de moindre envergure avant. La guerre des 6 jours, c'était très très intense. Et je n'ai jamais vu autant de... J'étais à Jérusalem, jamais vu autant de morts. Jonchais les rues, carrément. Et ça, oui, ça a été une découverte pénible, dure. Mais compensée par tout le reste. Et le reste, c'est l'action, c'est l'aventure, c'est la victoire. C'est la victoire contre un danger imminent. Enfin, c'est tout. C'est très complexe. Et finalement, une expérience qui, à l'époque, a été vécue par le gamin que j'étais comme heureuse. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris à quel point cette guerre a été une catastrophe. Et à quel point il y a des victoires qui sont des malheurs. Alors, il y a quelques mots de... Ça compte aussi beaucoup, hein, de la famille. Tu as été marié 2 fois, tu as 4 enfants, David, Yaël, Nathan et Itai. Et Itai, oui. Ah là là. Et 2 petits, hein, Thomas, Et 8 ans m'as-tu dit, hein, et Anya, 5 ans. C'est gai d'être grand-père. Tu remarqueras que les 2 petits-enfants Oui. portent des noms chrétiens. Oui. Et c'est exprès, parce que mon fils est né. C'était ma question suivante. Très, Oui. très bien. Non, il n'a pas vu mes questions. Hein. Il n'est même pas circoncis. Et je me suis battu avec mon fils pour qu'il fasse circoncire mon petit-fils, pour qu'il soit comme moi. Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour que les fils soient comme les pères. C'est tout ce qui nous reste. J'ai dit, mais espèce d'abruti, tu veux pas me faire ça? Eh ben si, il m'a fait ça. Et il y a tout un courant en Israël de rébellion contre la tradition. C'est barbare. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais peu importe. Et donc mon fils, et je le soupçonne d'avoir choisi pour mon petit-fils Thomas. le nom le plus chrétien qu'il puisse imaginer, parce que Thomas, juste pour amener son père. On est dans la filiation normale, en quelque sorte. Alors, tu m'as autorisé, Élie, à aborder une question qui est quand même une question très, très douloureuse. On vient de parler de tes 4 enfants, dont Yaël. Elle est morte. Et tu me dis que tu y penses tous les jours. Ça a été un drame épouvantable, ce départ de Yaël. Yaël se suicidait, c'est encore plus grave que ça. Et j'étais à Bruxelles à ce moment-là. Ah oui. Et je m'apprêtais à donner la conférence inaugurale à l'Institut d'études européennes, l'entrée académique. Oui. Et 2 heures avant, j'ai eu le coup de téléphone qui m'annonçait ça. Et depuis, j'essaie de comprendre ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et j'en suis incapable. C'est une espèce de catatonie, je suppose, de paralysie. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé, je n'ai même pas été capable de répondre à ma femme qui m'a annoncé la nouvelle. Et puis, une fois que j'ai compris que quelque chose s'est passé, pas exactement ce que ça signifiait, et je savais que le lendemain matin, je devais rentrer,
qu'il était impossible d'entrer avant, qu'il n'y avait tout simplement pas de moyens. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je suis allé donner ma conférence inaugurale. Parce que je ne voyais pas comment autrement j'allais pouvoir passer cette soirée-là. Ça m'a permis non pas de penser à autre chose, de faire en automate ce que j'avais à faire, ça c'est mon métier. Et donc, et ce n'est qu'après, quand je suis rentré de cette personne n'a rien vu, et c'est quand je suis rentré de cette conférence que je me suis véritablement effondré. Et à un instant, je ne me suis jamais véritablement remis. On ne se remet pas des choses pareilles. C'est une espèce de vide, d'absence qui est là, sans arrêt. De temps en temps, vous avez des flashs. Vous voyez la frimousse de votre enfant, une certaine manière de sourire, de parler, de se mouvoir tous les jours, tous les jours. Tu lui parles? Non. Non? Non. Non, parce que d'abord, je ne sais pas quoi lui dire. Et puis parce que ça me paraîtrait... du coup, ça me paraîtrait religieux. Alors, je ne lui parle pas. Mais quand j'y pense, peut-être que je lui parle et que je ne sais même pas. C'est possible. En fait, on n'en sait rien. Je suis... psychologiquement, je suis assez handicapé. Et c'est un immense avantage parce que j'ai une formidable capacité de refoulement. Ça aide à vivre. C'est pas très glorieux, c'est pas très sain, mais ça aide à vivre. Parce que le refoulement est une arme de défense formidable. C'est pas moi que tu trouveras sur un canapé de psychanalyste. Alors, Élie, un petit mot, ça devrait être un tout grand mot. Hein. On pourrait passer toute la soirée autour du chapitre que je vais aborder, mais avant d'en arriver à toute ta carrière de diplomate, un petit mot quand même sur ta carrière d'enseignant. Tu es historien, tu as fait ta thèse de doctorat à la Sorbonne. Tu vas enseigner dans toute une série d'universités, dans plusieurs universités en Israël. Tu vas enseigner à Montréal aussi. Ici, à l'UC Louvain, ça nous a fait très, très plaisir. Hein. Tu vas donner un cours formidable en relations internationales. Alors, on sent que ce métier de chercheur, ce métier de prof, tu l'as aussi dans le sang. Hein. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup. D'abord, apprendre. C'était formidable. On apprend vraiment bien qu'en enseignant. Et j'aimais aussi le côté un peu cabotin du métier, plaire à son public, le convaincre, voir qu'il marche. Et on sent très vite si on tient son public ou si on ne le tient pas. Et Dieu sait si nous avons des collègues épouvantables, qui sont des grands savants, mais qui sont incapables de transmettre quoi que ce soit. Malheureusement, à l'université, on ne peut pas... On est obligé de prendre ça comme un package. J'avais même un collègue, un grand universitaire, grand spécialiste dans son domaine, qui s'endormait pendant ses propres cours. Ce qui était une espèce de record absolu. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Et en même temps, ça ne m'aurait pas suffi. Ça ne m'aurait pas suffi parce que l'université, tout qu'on fait... Allez, je vais oser dire ça à un universitaire. C'est un monde assez petit. C'est un monde clos où il y a des enjeux de pouvoir qui n'ont aucun intérêt, qui sont des enjeux de pouvoir de couloir, et des gens qui se spécialisent, qui sont très pointus dans des domaines qui intéressent 20 personnes à travers le monde. Or, il faut le faire. C'est important. Ça aide au volume de savoir de l'humanité. C'est important. Mais moi, je trouvais ça, pour moi, insuffisant. C'est pour ça que je fais des livres d'érudition, vraiment, avec des notes en bas de page et tout ce qu'il faut. Mais je fais aussi beaucoup d'essais pour essayer de toucher
plus de monde. Et c'est pour ça que je suis sorti aussi de ma spécialité universitaire pour aller ailleurs. J'ai une spécialité très pointue, les guerres de religion en France à la fin du XVIe siècle. Mais en étudiant les guerres de religion en France à la fin du XVIe siècle, j'ai découvert un thème d'une actualité brûlante, la guerre de religion, la religion comme idéologie révolutionnaire totalitaire. C'est ça que j'ai étudié. Pas étudier la théologie, encore qu'il faille aussi passer par la théologie, normalement, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'usage de la religion comme idéologie, comme mode d'action, comme idéologie d'action. Et moi, je raconte toujours, ça me fait frapper. Quand j'ai publié ma thèse doctorat, un peu modifiée, en 82, je l'ai appelé le Parti de Dieu. Et le Parti de Dieu, quelques mois après la publication de ma thèse, a été fondé au sud Liban, un parti qui s'appelle Hezbollah, et Hezbollah veut dire en arabe le Parti de Dieu. Et si vous étudiez la manière dont ces gens-là pensent, les structures mentales, c'est les mêmes que celles des ligueurs, des médigueurs du XVIe siècle français. Quand vous étudiez le Hamas et non fous de Dieu, qui sont au pouvoir chez nous maintenant, ce sont les mêmes structures mentales. Et ça, je l'ai appris, je l'ai compris grâce à mes études universitaires. D'accord. Je comprends bien, Élie. Donc la passion, certainement pour l'enseignement, pour la recherche, mais le démon de la politique. Le démon de la politique, oui. Ça, c'est assez incroyable, hein. Te voilà ambassadeur d'Israël à Paris en 2000. Pour toi, c'était une belle manière quand même de marier et ton amour d'Israël et ton amour de la France. Et je tiens vraiment à vous le citer parce que j'ai trouvé ça assez étonnant. Et je veux absolument qu'Élie y réagisse. Tu dis, à propos de ton arrivée à l'ambassade d'Israël à Paris, que pour toi, tu as 4 règles de conduite. Ne jamais mentir, ne jamais se livrer à la propagande, ne jamais taire ses doutes et ne jamais se faire passer pour autre chose que ce que l'on est. On peut vraiment faire de la politique sans mentir et sans se livrer à la propagande. De la politique, non. C'est pour ça que j'étais très mauvais. Avant d'être ambassadeur, j'ai essayé de faire de la politique. Vraiment essayé. J'étais membre d'un parti, j'ai fait du bruit autour de moi, j'étais assez connu. Enfin, il y a des manières de... Et donc j'avais une carrière politique toute tracée. La politique, c'est très simple. C'est comme l'armée. À l'armée, quoi que vous fassiez, vous serez colonel. D'une manière ou d'une autre, Pour devenir général de brigade, c'est un peu plus compliqué. Général, c'est déjà de la politique. Eh bien, en politique, c'est pareil. C'est-à-dire, pour devenir quelque chose, ministricule quelconque, ça, c'était facile. Pour franchir la dernière étape, pour que ça devienne vraiment intéressant, c'est-à-dire peser vraiment, ça, je savais que ce n'était pas pour moi. Précisément parce que je n'étais pas capable de faire ça. C'est-à-dire, quand je m'ennuyais, on voyait que je m'ennuyais. C'est très mauvais. En revanche, on peut faire la diplomatie avec ces règles-là, pas longtemps, et à condition qu'on ne soit pas un diplomate professionnel. Ce qui était mon cas. Nomination politique. Et ces 4 règles, je m'y suis tenu fanatiquement. Et grâce à ça, j'ai été respecté comme être humain d'abord. Quand je parlais à des journalistes, ils me croyaient. Ils n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Mais ils savaient que je ne les prenais pas pour des imbéciles. J'ai tenu 2 ans. Et pendant ces 2 ans, tu as rencontré... J'ai fait beaucoup de bruit, oui. Tu as rencontré beaucoup de personnalités qui sont encore aujourd'hui assez parlantes pour nous. On va jouer pendant quelques minutes à ce petit jeu. Hein. Je te donne un nom, tu y réagis. François Mitterrand.
c'est un très mauvais exemple. Il est impossible de le mettre dans un... je ne veux pas être grossier. Un ami, je vais citer un ami qui a dit François Mitterrand a pourri la France. Et cet ami a voté pour lui toute sa vie. Mais tu l'as reçu en Israël? Je suis en Israël, oui. Enfin, je l'ai reçu. C'est moi qui étais chargé par le parti travailliste de Kornaké en Israël, notamment à Jérusalem. Et c'est un personnage fascinant, c'est-à-dire vraiment fascinant. Intelligence, de culture, de pouvoir sur ces gens, et d'une espèce de fraude politique permanente, parce que Mitterrand n'a jamais été de gauche. Mitterrand était profondément un homme de droite. Chirac était un homme de gauche qui se faisait passer pour un homme de droite, et Mitterrand était un homme de droite qui se faisait passer pour un homme de gauche. Dans tout son être. Et je ne plaisante pas. Regardez la manière dont il considérait la France, son amour pour la France. C'était la terre, c'était les arbres. C'est De Gaulle qui dit qu'il avait une certaine idée de la France. Lui, non, c'était l'enracinement. Il n'a jamais cessé d'être un homme de la cagoule. Et d'ailleurs, ses amis étaient pour la plupart des gens d'extrême droite. Alors, pour un peu nous rapprocher, Nicolas Sarkozy. Je prends des noms que j'ai découverts dans le livre, moi. Hein. Je n'ai pas grand-chose à dire de Nicolas Sarkozy. C'est un assez petit monsieur, finalement. Très intelligent. C'est quand même une belle déclaration. Oui, c'est très intelligent, ambitieux et avec aussi peu de scrupules que possible. Mitterrand n'en avait pas non plus, mais il avait du génie politique. Sarkozy, c'est plutôt... C'est pas un monsieur très intéressant. Et d'ailleurs, c'est regrettable parce qu'il va se trouver en prison. Ce qui, pour un ancien président de la République, c'est pas terrible. Alors, vraiment, l'actualité toute récente, François Bayrou, c'est le Premier ministre. Je sais que, si j'ose dire, vous vous êtes engueulé, hein, à propos de l'Europe. Oui, à propos de l'Europe. Moi, je trouve que François Bayrou est un personnage respectable. J'aime bien François Bayrou. Mais et surtout, j'ai beaucoup de compassion pour lui en ce moment, parce que ça ne doit pas être facile. Mais à l'époque, c'était l'époque où on rédigeait une constitution pour l'Europe. Un traité constitutionnel. Vous vous en souvenez, c'était Giscard qui était à la tête de cette... Et il y a eu un débat en France, mais un peu partout, est-ce qu'il fallait mettre dans ce document que l'Europe avait des racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes. Est-ce qu'il fallait le mettre dans le préambule? Et François Bayrou, qui est catholique croyant et pratiquant, a dit non. Et moi qui suis juif, ni croyant, ni pratiquant, j'ai dit si, il faut le mettre. Et on a eu une polémique assez dure. Inversée. Notamment à front renversé, notamment dans les colonnes du Point. Et finalement, il n'y a pas eu, parce que tout le monde a eu peur de ça. Et je me suis aperçu à ce moment-là à quel point la France, que je croyais bien connaître, avait un rapport maladif à la laïcité et à la religion. Bien plus problématique qu'en Belgique, qui ne se pique pas de laïcité militante. Mais bon, ça c'est notre débat. Et je trouve que l'Europe a raté un moment à ce moment-là. Si on ne veut pas, mon argument était très simple, il est évident que l'Europe a des racines chrétiennes. Il est évident que toute l'Europe a été bâtie historiquement sur Rome, sur l'Église catholique qui, dans sa grande sagesse, ne met pas sa capitale à Jérusalem, où ça aurait été un peu logique, mais à Rome, parce que justement, elle veut être l'héritière de Rome, que le pape est une espèce d'empereur
que les civitates, les évêchés de l'Église sont les anciennes civitates romains, tout est romain, que la langue de l'Église, et tout est chrétien. Et après, il me dit qu'ils ne disent pas il n'y a pas. Ils disent on ne va pas le mettre parce que c'est dangereux. Si c'est dangereux, ne faites pas l'Europe. Si vous n'avez pas le courage de dire d'où vous venez, je ne dis pas que l'Europe doit s'affirmer chrétienne, mais l'Europe doit reconnaître d'où elle vient. Si l'Europe ne veut pas proclamer d'où elle vient, au nom de quoi existerait-elle? Que reste-t-il à ce moment-là? Et j'ai entendu un débat une fois, ça m'est resté fiché dans le crâne, à la télévision française, demandé à je ne sais plus qui, mais c'est quoi finalement la France? Et il dit, la France c'est son modèle social. La France c'est son modèle social. Si la France est son modèle social, la Nouvelle-Zélande aussi c'est la France. Le Canada aussi. Partout il y a la sécurité sociale, c'est la France. Vous vous rendez compte de la profondeur de l'ignorance et de l'imbécilité. Ça, c'est une alliance extraordinaire. On ne peut rien bâtir là-dessus. Et que Bayrou ne l'ait pas compris, ou qu'il ait compris, mais que pour des raisons politiciennes, il n'a pas voulu le dire, j'ai trouvé ça dommage. Et je prévoyais que ça allait mal se terminer. Parce que vous ne dites pas aux Français, en l'occurrence, c'est à quoi ils ont droit de savoir. Voilà ce que nous sommes. C'est ça qui nous rend partenaires des autres. Parce que nous avons une ère de civilisation commune et que nous sortons de là. Voilà nos racines. Nous les avons heureusement sécularisées. Nous sommes les citoyens des pays libres, nous sommes démocratiques. Mais nos démocraties viennent de là. Ils n'ont pas été fichus de dire ça. C'était ça mot. D'accord. Il a été assez généreux pour s'engager dans ce débat, c'est déjà pas mal. Alors, on aborde quand même pendant quelques minutes le chapitre de l'actualité en Israël. Mais je vais quand même remonter un tout petit peu avant 2025. Quand Shimon Peres devient Premier ministre, il te demande de devenir son chef de cabinet. Pourquoi est-ce que tu refuses? C'était avant, c'est quand il était chef de l'opposition. Ah. Il m'a dit, c'était assez extraordinaire, il m'a dit, je vais faire ta carrière. Tu seras, il m'a fait des plans de carrière quand je serai député. Et pourquoi j'ai refusé? Parce que j'avais compris déjà à ce moment-là que je n'étais pas fait pour ça. Vraiment, je n'étais pas fait. C'est pas que je méprise les politiciens, au contraire. Je pense que c'est un métier qui peut être fait noblement et dont Dieu sait si on en a besoin. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut avoir des capacités psychiques nécessaires pour le faire. Et moi, je ne les ai pas. Je n'ai aucune patience pour ces gens-là. C'est-à-dire, il faut traverser des océans d'ennui. On ne se rend pas compte. C'est horrible. La vie de ces gens-là, il faut vraiment bien les payer parce que leur vie est misérable. Misérable. Alors, ce qui les motive, outre le bien commun, et je ne plaisante pas, il y a ça aussi, mais c'est le pouvoir, c'est le goût du pouvoir. Il n'a jamais eu le goût du pouvoir. Alors je franchis encore une étape. Rabin est assassiné le 4 novembre 1995, 30 ans déjà. Oui. Et tu étais là, tu étais à quelques... J'étais l'un des organisateurs de la manifestation à la fin de laquelle il a été assassiné. Ça a été... oui, ça a été la fin de... On ne se rendait même pas compte. À ce moment-là, j'ai écrit des articles pour expliquer que ça ne changerait rien, que la mort d'un homme n'allait pas... On était tellement avancé que même la mort d'un homme comme ça ne pouvait pas... Évidemment, je me suis trompé. Il a su ce qu'il faisait, l'assassin. Il a attendu en bas de l'escalier à l'hôtel de ville. Il a attendu les deux. Il voulait tuer les deux, Rabin et Peres. Et ils sont descendus tous les deux, en effet. Lui, il était tapis là. Et à un moment, ils se sont arrêtés. Peres a dit quelque chose à Rabin. Rabin est remonté. Peres a hésité. Et puis au bon moment, il est
il est descendu, il est parti. Et l'autre, l'assassin, a décidé d'attendre Rabin. Il a compris que l'homme qu'il fallait tuer pour tuer le processus de paix, pour tuer Oslo, c'était Rabin. Ce qu'il lui a dit n'a pas beaucoup d'importance. Il fallait ce qu'il a pensé à dire merci à l'un des grands organisateurs de l'événement. Il a remonté. Et puis mais c'est pour vous dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est l'un des rares mouvements de bascule véritablement de l'histoire moderne du Proche-Orient. Parce que je suis persuadé que si lui avait vécu, le sort du processus de paix aurait été différent. Non pas qu'il ait été particulièrement imaginatif et que... Non, mais on lui faisait confiance. C'était l'homme à qui on faisait confiance. Alors que Pérez était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus imaginatif que lui, beaucoup plus... Hein, mais on ne lui faisait pas confiance. Et il a, si j'ose dire, excusez-moi ce terme affreux, il a gaspillé l'assassinat de Rabin, il a perdu des élections imperdables et il a fait le lit au diable. Oui. On va y venir, hein, mais avant cela, Jacques Brel, voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous montonnez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête, étonnés d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour il nous lacère, mais voir un ami pleurer. Alors il dit, Rabin, il est pleuré à la fois par les Juifs et par les Arabes. Et tu racontes à ce propos-là, ça m'a beaucoup frappé, qu'au moment où on vient rendre visite à la mortuaire, et où c'est Léa, l'épouse de Rabin, qui reçoit, elle laisse bien entendu entrer Arafat,
Mais elle met Netanyahou dehors. Oui, elle a refusé sa porte à Netanyahou et elle a reçu Arafat. C'était un symbole extraordinaire. Mais il faut dire que Netanyahou est l'un des grands responsables de l'assassinat de Rabin. Il n'y a pas de doute à cela. Qu'il a réussi à se faire élire dans la foulée, ça prouve l'incroyable innocuité politique de Pérez qui lui a permis ça. Il n'aurait jamais dû, après le meurtre, après l'assassinat, la droite en général et Netanyahou en particulier était par terre. Eh oui. Après, comme je le raconte, il a accumulé Pérez, erreur sur erreur, jusqu'à ce qu'il permette à Netanyahou de le battre sur le fil du rasoir, avec quelques milliers de voix de différence. Et ça a suffi pour lancer la politique israélienne sur la trajectoire où elle est encore aujourd'hui. Et Netanyahou est de retour depuis quelques années. Et toi, tu vas jusqu'à écrire que, en gros, Netanyahou, Trump, même combat, ce sont deux psychopathes. Oui, ils ne sont pas les seuls. C'est le sens du papier que j'ai écrit dans Regard, Le temps des psychopathes. Je me suis aperçu qu'on est cerné. C'est-à-dire, c'est Trump, c'est Milei en Argentine, c'est bien sûr c'est Poutine, ils sont partout. On est gouverné, une bonne partie de l'humanité est gouvernée par des psychopathes. Et leur succès vient du fait que nous vivons dans des sociétés atomisées. Et ça, c'est important de comprendre ça, je crois. Il y a une espèce d'assaut généralisé contre la culture en général, contre le sens de la communauté des humains, la capacité des hommes et des femmes à se mettre en réseau, à communiquer au-delà de leurs différences. Parce qu'après tout, dans nos échelles de valeurs, nous sommes tous quelque chose, mais nous sommes d'abord un être humain, non? Eh bien non. Pour les gens qui sont aux manettes aujourd'hui dans la culture en Occident, dans les universités, mais pas seulement, on est d'abord ce qu'on est par l'identité héritée. On est d'abord noir, ou juif, ou peu importe. Et on est enfermé dans cette identité comme dans une camisole de force. On ne peut pas en sortir. Et dans cette situation, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas faire société avec les autres. C'est pour ça que je ne peux plus pratiquement m'exprimer dans une université européenne, parce qu'on ne demande pas qu'est-ce que Barnaby pense et fait. On demande qu'est-ce que Barnaby est. Donc on est assigné à notre identité. Et c'est sur cette atomisation-là que prospèrent les psychopathes. Parce que ces gens-là ne parlent pas à un peuple ou à une classe sociale, ils ne parlent pas à des ensembles cohérents de gens qui se reconnaissent une fraternité humaine, ils parlent à des communautés de clones. Et ça marche. Ça marche. Parce qu'ils se disent, c'est nous qui exprimons véritablement vos véritables besoins, vos véritables sentiments. Et comme ces gens-là ne sont plus des citoyens, mais des consommateurs et des êtres identitaires, eh bien, ils gobent cette propagande. Nous vivons dans un temps effrayant. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les laudatores, autrefois c'était mieux. Non, ce n'était pas terrible autrefois non plus. Mais il y avait des capacités de résistance
que nous n'avons pas. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont épuisé nos capacités de résistance. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire la plus vieille démocratie du monde, la plus riche, de quelques traits de plume, il est en train de la démolir, mais avec une efficacité extraordinaire. Je m'aperçois que la démocratie israélienne, et Dieu sait si elle est mal en point, est beaucoup plus résiliente que la démocratie américaine. Il dit et il fait des choses qui sont incroyables, au sens fort du terme. Et ça passe. Ça passe parce que les gens sont... D'abord parce que la moitié du peuple américain trouve que c'est très bien. On va voir combien de temps ça durerait. Et puis parce que les autres sont dans un bunker. Ils sont tellement abasourdis qu'ils sont empêchés ils ont perdu toute capacité de réaction. Voilà le temps dans lequel nous vivons. Alors en Belgique, enfin, un pays que je connais un peu et que j'aime bien, c'est pas extraordinaire, mais vous avez des gens normaux. Non, vous ne vous rendez pas compte quel bonheur c'est. Même si vous les trouvez un peu médiocres, pas très... Mais ce sont des gens à qui vous n'auriez pas de problème à serrer la main. Finalement, c'est ça le critère. Je ne serrai pas la main de Netanyahou, ni de Trump, ni de Poutine. Mais un politicien, même un peu frélaté, oui, pourquoi pas. C'est un être humain comme moi, il ne me veut pas de mal. Et l'Europe en est encore là, c'est-à-dire elle est encore à être gouvernée par des gens normaux. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher à la faire, parce que peut-être que très rapidement, ce ne sera plus possible. Alors, Élie, un petit mot évidemment sur les deux États, là. Le juif et le palestinien, côte à côte. Tu as toujours défendu cette position. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, tu y crois encore? Non, je n'y crois pas. C'est pas le problème n'est pas là. Pérez avait une expression merveilleuse quand il disait la vie, c'est pas terrible, mais quelle alternative? Eh bien, la solution des États, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, il faut bien comprendre que si je défends cette solution, c'est pas parce que je pense que l'État, je ne suis pas hegelien au point de penser que l'État, c'est le summum de la réussite humaine. Mais on a besoin de cette solution, autrement, on va continuer à se taper dessus jusqu'à la fin des temps. Et au passage, on va transformer Israël en une théocratie totalitaire. C'est ça, l'occupation du territoire palestinien est très mauvaise pour les Palestiniens, certes, mais elle est tout aussi mauvaise pour les Israéliens. On est en train, tous les phénomènes auxquels nous assistons, l'ultra-orthodoxie agressive, le fascisme au pouvoir, les fous de Dieu, tout ça vient de là, vient de l'occupation. Et si on continue sur cette lancée, ben ce sera l'occupation complète, l'incapacité effectivement de se libérer des territoires, et l'État d'Israël il sera toujours là, dans un pays où des gens comme moi ne pourront pas vivre. Et c'est pour ça que je pense que la solution à deux États est l'unique qui puisse encore nous sauver, eux et nous, et c'est d'autant plus catastrophique qu'on n'est pas aidé. Je veux dire, l'Amérique, c'est Trump aujourd'hui, mais même avant, ils n'ont rien fait de significatif. Et l'Europe, si elle existait de ce point de vue, ça se saurait. Moi, je suis allé les voir, je parle avec eux, je les supplie d'agir. On est très seuls, en fait. Et les Palestiniens et nous sommes seuls différemment, puisque nous avons les moyens de leur taper dessus, et qu'eux, ils sont la partie faible. Mais la partie faible, grande leçon de Hobbes, de Thomas Hobbes, dans l'état de nature, nul n'est assez faible pour ne pas pouvoir tuer le plus fort. Et nous sommes dans un état de nature. Nous n'avons pas encore atteint le stade de la civilisation. Une toute dernière question, Élie. Un juif qui a lutté de toutes ses forces contre la violence du pouvoir religieux, c'est Jésus.
quand nous nous sommes appelés pour préparer cette rencontre, ça m'a beaucoup frappé. Tu m'as dit au téléphone, nous les Juifs, nous avons raté Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, ben, ça veut dire que si on considère ce que l'on sait de l'histoire, ce qui nous a été transmis, c'était l'un des plus grands juifs que l'histoire de ce peuple ait jamais connu. Et mon ami Jacques Julliard avait coutume de dire « Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Jésus ». C'est formidable, Jésus. Quand vous grimpez sur le mont des Béatitudes et que vous lisez le Sermon de la montagne, moi j'ai souvent fait l'expérience avec des amis étrangers, il n'y en a pas un qui n'a pas les larmes aux yeux. C'est un texte merveilleux. Et donc, avoir raté, c'est une façon de parler, parce que c'est... avoir raté Jésus, ça veut dire ça. Ça veut dire avoir accepté d'être privé de l'une des figures les plus fascinantes, les plus humaines que nous ayons données au monde. Alors, est-ce qu'on aurait pu le garder, entre guillemets? Ça, c'était notre problème, puisque j'enfonce des portes ouvertes. Jésus est né juif, a vécu juif, il est mort juif. Si on avait dit qu'il venait d'inventer une religion nouvelle, on n'aurait pas compris de quoi vous parliez. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, a-t-il dit. En revanche, il a eu des formidables pillards qui ont créé sur cette tradition une formidable religion, donc qui ont, pour dire vite, qui ont amené le judaïsme au gentil. Pour amener le judaïsme au gentil, ben, il fallait abolir la cacheroute. Pour faire vite, c'était ça la grande muraille. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on pourra encore manger le pain de l'amitié? Compagnons et copains, ça veut dire des gens qui partagent le même pain. C'est ça, étymologiquement. Ce qui a préservé le judaïsme, c'est de n'avoir pas pu partager le même pain avec les autres, puisqu'il y a la cacheroute. Saint Paul, c'est déjà Saint Pierre, enfin, on va pas rentrer dans les détails, au moment où ils abolissent la cacheroute, ils permettent donc la diffusion du judaïsme dans l'ensemble du monde grec. Et à ce moment-là, il faut bien se couper. C'est pour ça que je dis que l'antijudaïsme chrétien était probablement nécessaire. Si vous ne tuez pas le Père, vous ne pouvez pas exister. Dans cette affaire-là, dans cet affrontement, Jésus a été sacrifié par nous et complètement annexé par les chrétiens. Et les Juifs ne pouvaient pas ne pas manquer Jésus, parce que le Messie, pour nous, c'est précisément celui qui n'arrive jamais. C'est ça le Messie des Juifs. Ce n'est pas quelqu'un qui va arriver. Et comme l'a dit Yeshayahu Leibovitch, le philosophe, il dit, si quelqu'un se proclame le Messie, vous savez qu'il est faux. Parce que le vrai Messie ne vient pas. C'est un effort. Et donc, évidemment, les Juifs ne pouvaient pas, à partir du moment où accepter Jésus, c'était accepter le Messie, ça, c'était un non possumus absolu. À la fois parce que le Messie, comme je l'ai dit, ne vient pas, mais aussi parce qu'il est à la fois homme et Dieu, et ça, le mélange chez les Juifs, c'est ce dont ils ont le plus horreur. On peut être ou l'un ou l'autre. La cacheroute, c'est cela. Merci beaucoup, Élie. Merci à vous. On a fait ce qu'on a pu. Nous sommes un peu en retard, mais ce n'est pas très grave.
Nous demanderons à nos techniciens de faire passer un petit message pour ceux qui nous attendent à 18h30 pour leur dire que nous aurons quelques minutes de retard. Alors, nos choristes et nos musiciens nous proposent maintenant un chant, Élie, on a vraiment choisi exceptionnellement pour toi, parce qu'il est repris par des milliers et des milliers de jeunes dans le monde entier. Vous allez l'entendre en anglais, en arabe et en hébreu. C'est un chant que 3000 juifs et palestiniens, que 3000 juifs et musulmans ont chanté ensemble, chacun dans leur langue. Et si je résume en français, ce chant, ce qu'il nous dit, c'est « Un jour, oui, un jour, espérons, la paix viendra ». One day, one day, one day, one day, one day, one day, one day. Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more wars, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. Ayana hasta kitaka kimar washkura la lanterna fes wamin tuma antuan la ayakadu ani ala kariban. Si kamea o pao, umesha mesha la ayo, te amile femme la pao, Dios me cante shalom. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play one day, 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 one day. One day it will change, will people the same? Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom. Stop. One day, 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 one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say, no fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Ben oui, je vais essayer d'en regagner 10.